Ah, l'Iran maudit vint à l'heure et rêve ailé, à l'Iran maudit vint à le vrai révélé. Comment déjà d'islam à la Mecque fidèle, comment déjà d'islam, Allah, mais que fidèle? Ainsi tentait de voir envers cette cité, ainsi tentait de voir envers cette cité. Las, c'est écrit 100 fois, le regarda la Perse. Lassé des cris 100 fois, le regarda la Perse. Cher athée errant, seul ivre d'aise irait, chercher à Téhéran ce livre désiré. Ah, par une aide à l'âme est, dit-on, le message, à par une aide d'Allah, méditons le message. راهپیمایی تاریخی روز 9 دی و بصیرت مردم کلانتری 108 نواب ولیعصر و درختای فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگهای بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده برای این بهشت اجباری برای نخبه های زندانی برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعارهای تو خالی برای آوار خونه های پوشالی برای احساس آرامش برای خورشید پس از شبای طولانی برای قرصای اعصاب و بیخوابی برای مرد Femme, vie, liberté, ou Jin, Jihan, Atzadi en perse, est un mouvement social iranien né en 2022, porté entre autres par les femmes iraniennes suite à l'assassinat de Jina Mahsa Amini, une femme de 22 ans assassinée par la police des mœurs des mollahs. C'est un slogan utilisé d'abord à la fin du XXe siècle par les femmes kurdes, scandé en réponse à la persécution menée par les gouvernements iraniens, irakiens, turcs et syriens. Depuis cet assassinat très médiatisé et largement commenté dans le monde, de nombreux commentateurs et commentatrices se servent de la lutte des femmes iraniennes à pouvoir vivre avec les mêmes droits que leurs homologues masculins pour critiquer les mouvements progressistes dans leur propre pays. À les entendre, la lecture de la situation en Iran serait simplissime. Un régime islamique autoritaire restreint la liberté des femmes à s'habiller et se déplacer dans l'espace public comme elles l'entendent. Ces restrictions de droit seraient dictées exclusivement par un agenda islamiste, justifiant ainsi leur diatribe contre les mouvements antiracistes et décoloniaux en France qui lutteraient, selon eux, pour des droits anachroniques et en opposition. Sans surprise, les membres du Printemps républicain se sont engouffrés dans la brèche pour distiller un agenda clairement islamophobe au gré de toute volonté de comprendre la complexité de la situation en Iran, tentant même de nous faire croire que le voile en France serait la manifestation d'un complot frériste cherchant à asservir les femmes jusque dans l'Occident. Cette vision, largement développée par les travaux de Florence Bergeau-Blaclair, comme on en a longuement parlé dans l'épisode qui lui est d'ailleurs consacré, se heurte à une analyse matérialiste de notre système et semble les contredire de A à Z. L'histoire de la Perse est d'une complexité effroyable. Rien que sur ces 100 dernières années, peu de pays peuvent se targuer d'une histoire aussi complexe, aussi riche, faite d'ingérence, de complots, de révolutions manquées, de coups d'état militaires et d'allers-retours incessants entre modernité et repli sur soi. Il est pourtant indispensable de pouvoir en dire quelques mots afin de pouvoir soupeser le vide des discours du printemps républicain, simplifiant à l'extrême la situation politique d'un pays qui ne connaît aucune stabilité depuis près d'un siècle.
Mais surtout, et nous le verrons ensemble, la condition des femmes en Iran n'est évidemment en rien comparable avec celle des femmes en France, mais vouloir décrédibiliser les combats féministes en Europe au nom de la répression des Iraniennes, c'est faire preuve d'une analyse politique terriblement pauvre qui se joue de la réalité qui touche l'Iran et la France. Il faut qu'on parle de géopolitique, de droits des femmes, de révolution, de Perse, mais surtout, il faut qu'on parle d'une instrumentalisation à grande échelle, d'un sophisme affamé qui semble au premier regard couler de source, alors qu'il n'est rien de plus qu'une perversion du réel à visée purement idéologique. Il faut qu'on raconte comment, contrairement à ce que le printemps républicain vous affirme, il est parfaitement possible de se battre furieusement pour la liberté des Iraniennes à se dévoiler, tout en se battant aussi férocement pour la liberté des Françaises à porter le voile si telle est leur décision. Ce sont les deux faces d'une même pièce, deux positions qu'il est possible de tenir sans grand écart. Mais pour ça, encore faut-il comprendre ce qui s'est joué entre la mer Caspienne et le golfe Persique ces 100 dernières années, tout en gardant les yeux grands ouverts sur les récupérations politiques en France. Le printemps républicain, c'est une machine à affect, une entreprise de manipulation émotionnelle dont le seul objectif est d'énoncer ce qui semble être une évidence avec un ton péremptoire et une assurance sans limite, mais dès l'instant où l'on met le nez dans leur fond argumentaire, c'est l'abîme qui nous contemple. La violence masculine passe par le contrôle social du corps des femmes. Le voile, ou n'importe quel autre vêtement, est un outil, comme un autre, qui quand il est utilisé comme arme politique, doit faire l'objet de critiques sévères. Quand ces critiques sont adressées au vêtement en lui-même, plutôt qu'au système de domination masculine qui l'instrumentalise à leur fin, alors l'analyse qui en découle ne peut être que désastreuse. Le voile, c'est le sujet brûlant par excellence, qui ne devrait pourtant pas l'être. Et dès lors que l'on prend de la hauteur sur cette question, on réalise que les systèmes de domination patriarcaux mis en place pour garder sous contrôle les habitus des femmes nous touchent aussi bien que l'on vive en Iran qu'en France. Et aujourd'hui, c'est de ça dont il faut qu'on parle. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous présenter le partenaire commercial de cette vidéo que je remercie chaleureusement pour son soutien, le magazine Oh ça va. Oh ça va, c'est un nouveau mensuel disponible chez votre marchand de journaux qui n'en fait pas tout un fromage avec toutes ces nouvelles anxiogènes qu'on nous balance H24 dans les médias grand public. Vous aussi, grâce à Oh ça va, laissez la vague MeToo vous glisser dessus comme si de rien n'était parce que Oh ça va les féministes hein. Oh ça va, c'est LE starter pack pour un cosplay réussi du jardinier qui s'en fout. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous même pas aussi. Avec Oh ça va, dédramatisez l'actualité internationale et prenez du recul sur les luttes progressistes en France. 200 000 viols par an en France? Bon, ça va. Vous voulez vous aussi balancer votre porc, mais vous êtes juif ou musulman? Oh, ça va. Avec le premier numéro Oh ça va, découvrez 5 conseils précieux pour vous apprendre à vous en foutre. Vivez votre vie d'écolo à bord de votre jet privé. Apprenez les chiffres qui calment les gauchistes avec leurs études sociologiques là. Développez un regard nouveau sur l'analyse politique actuelle. Minimisez les discriminations sociales en France en les relativisant par l'instrumentalisation des régimes autoritaires de par le monde. Oh ça va vous offre son premier numéro à télécharger via le lien dans la description de cette vidéo. Dépêchez-vous, l'offre n'est valable que 2 semaines. Sur ce, on revient à l'épisode. En 1921, Reza Shah renverse la dynastie Kadjar en Iran suite à un coup d'État militaire. Afin de transformer son pays en une république, il s'attribue le titre de Premier ministre, mais le clergé s'oppose à la transformation du pays. Il est néanmoins couronné en 1926, il prend le titre de nouveau Shah de la Perse et poursuit sa volonté de moderniser le pays. Pour cela, il développe des partenariats économiques avec l'Europe, entreprend un développement profond des réseaux de transport et de ses industries, promeut un code civil afin que la loi échappe aux mains du clergé, et il développe petit à petit son indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne et de la Russie. C'est par ailleurs sous son règne que la Perse sera finalement nommée Iran à l'international.
En 1935, il promeut une loi obligeant les hommes à s'habiller à l'occidental et interdit le port du voile aux femmes. Une façon d'occidentaliser le pays tout en oubliant les coutumes séculaires. On comprend dès lors qu'il soit extrêmement contesté par le clergé et par une partie de sa propre population. Vendant son pétrole à l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Iran s'attire les inimitiés de la Grande-Bretagne et de la Russie qui l'envahissent en 1941, forçant Reza Shah à abdiquer son pouvoir au profit de Mohammad Reza Pahlavi, son fils. Dans le même temps, l'ancien Shah d'Iran est exilé, un exil durant lequel il perdit la vie en 1944. Puis l'entrée en guerre de l'Iran contre l'Allemagne nazie lui assure cette fois-ci son entrée parmi les Nations Unies, et leur indépendance est actée par les États membres. La guerre finit par dégrader la condition de vie des Iraniennes et des Iraniens. Ces derniers s'organisent de plus en plus et se réunissent autour de Tudeh, le parti communiste iranien développé alors dans le pays, naturellement sous l'influence de l'occupation russe. Une fois la guerre terminée, les troupes étrangères doivent respecter un traité qu'ils ont eux-mêmes signé et quitter l'Iran sous 6 mois. Pourtant, la Grande-Bretagne maintient son occupation du sud du pays, la région la plus pétrolière. Les Russes, quant à eux, continuent d'occuper Téhéran, ce qui leur permet de continuer à soutenir le parti communiste local, Turdeh, et qui finit par déclencher une révolte d'envergure réclamant la constitution de l'État indépendant d'Azerbaïdjan. Les Russes empêchent le gouvernement d'intervenir. L'État d'Azerbaïdjan s'autodéclare autonome, et dans le même temps, la république de Mahabad au Kurdistan iranien est décrétée, toujours sous l'œil russe qui refuse d'évacuer ses troupes. La déstabilisation du pays est donc totale. Les Nations Unies ne leur seront d'aucune aide. Le Premier ministre iranien de l'époque se voit contraint de démissionner et de céder sa place à un partisan de Tudeh. Au départ définitif des troupes britanniques, les Russes négocient un traité pétrolier comme rançon de leur départ. En 1946, l'Iran hausse le ton, envahit l'Azerbaïdjan et le Kurdistan pourtant nouvellement fondés. Les Russes n'interviennent pas et cette démonstration de force s'accompagne d'une loi revenant sur le traité pétrolier signé avec les Russes pour en rendre les Iraniens premiers exploiteurs. En 1949, Turdeh est accusé d'une tentative d'assassinat sur le Shah. Tous ses militants sont bannis d'Iran. C'est le début de la fin de l'ingérence russe grâce à l'aide des Américains. Une alliance que l'Iran va payer d'ailleurs très cher. Alors que le pays n'a pas encore tout à fait la mainmise sur leur propre pétrole, Mohammad Mossadegh, Premier ministre iranien en 1953, décide de le nationaliser. Les Américains et les Anglais lancent alors l'opération Ajax 40 pour le destituer avant la promulgation de la loi. Mohammad Reza Pahlavi, avec l'appui américain, met progressivement en place un régime autoritaire et dictatorial. Il fait exécuter les communistes iraniens qui n'ont pas encore été bannis, puis il prend le parti américain durant la guerre froide. La modernisation du pays va reprendre à la fin des années 50 et durant les années 60. D'ailleurs, en 1957, la loi martiale est levée, le bipartisme est de nouveau autorisé, mais des soupçons de fraude électorale empêchent l'Iran de basculer réellement en pleine démocratie. Le Shah va organiser l'OPEP dans son propre pays en 1960, ce qui les arrange bien, puisqu'il faut maîtriser le prix du baril qui est en chute libre, et qu'il s'agit d'un enjeu national. Mais l'influence des États-Unis reste immense, au point que Rockefeller aurait déclaré en 1962 au président Eisenhower « Nous avons pu nous assurer le contrôle total du pétrole iranien ». À l'heure actuelle, le Shah ne saurait entreprendre le moindre changement dans la composition de son gouvernement sans consulter notre ambassadeur accrédité auprès de lui. Il faut donc se défaire de l'ingérence américaine. Le Shah crée donc le parti Iran Novin pour Nouvel Iran. Il fait élire son parti aux élections parlementaires de 1963 et il lance la Révolution blanche destinée à renforcer l'administration et l'économie du pays. L'opposition existe, bien qu'elle vote systématiquement les mêmes lois que le parti majoritaire, mais l'opposition s'oppose au gouvernement sur un point sensible, sur une loi qui est censée assurer l'immunité à l'armée américaine et à leurs diplomates. Et le plus grand opposant à cette loi porte un nom que nous ne connaissons que trop bien, Khomeini, qui était alors prisonnier politique. Le parti communiste iranien, le Tudeh, cristallise les tensions. Le pouvoir cherche à se renforcer. Ainsi, le Shah se couronne lui-même en 1967 et la reine Farah sera la dernière reine d'Iran. Elle s'exilera d'ailleurs des années plus tard à Paris.
En 1967, une célébration autour de la figure du Shah voit de nombreuses personnalités internationales invitées au cœur même de Persépolis, et le culte du leader commence à inquiéter une partie des Iraniennes et des Iraniens. Les tensions s'accentuent quand en 1975, le calendrier est modifié pour le faire coïncider avec le début du règne de Cyrus, aux dépens d'une synchronisation avec l'ère islamique. La population iranienne vit cela comme une insulte aux sensibilités religieuses et à leur histoire. Autre source vive de tension, le Shah signe des accords militaires avec les Américains, tout en entretenant de meilleures relations avec l'URSS. Mais la société iranienne tient encore debout grâce à sa prospérité économique. Jusqu'en 1979. Beaucoup de facteurs expliquent le basculement à venir. L'européanisation de la société persane, une modernisation incontrôlée, la répression des opposants politiques, bref, petit à petit, les intellectuels iraniens de gauche préparent le terrain à la révolution iranienne. Les manifestations se multiplient, le Shah finit par ordonner à son armée de tirer à vue sur son propre peuple, c'est ce qu'on appelle le Vendredi noir, puis au retour de Khomeini après son exil, le gouvernement est définitivement renversé. Différentes factions s'opposent pour accéder au pouvoir, il y a de nombreuses luttes intestines, mais les religieux menés par Khomeini finissent par obtenir gain de cause grâce à son parti de la République islamique. Il est alors nommé guide suprême et il impose une politique extrêmement conservatrice. Les industries sont nationalisées, les traditions islamiques réintègrent l'organisation sociale et la loi, et en quelques mois, la répression des opposants politiques est de nouveau organisée. Le pays se renferme sur lui-même. Pour renforcer son pouvoir, il organise des élections en 1973 qu'il remporte avec 98% des suffrages, élections qui se faisaient à bulletin ouvert et durant lesquelles aucun parti de l'opposition ne pouvait se présenter. La mue dictatoriale est totalement achevée. Toujours en 1979, l'Assemblée dite des experts entérine une constitution qui rend le plein pouvoir au clergé, dominé alors par l'islam chiite. Son Premier ministre fait part de ses doutes, il est alors forcé à la démission. À sa place, le Conseil révolutionnaire occupe alors les mêmes fonctions que celles occupées par le Premier ministre. La relation avec les USA se dégrade définitivement quand, entre 1979 et 1981, des étudiants iraniens soutenus par les Moudjahidines prennent d'assaut l'ambassade américaine, une crise dont le terme viendra de Ronald Reagan qui cédera à toutes les revendications des Iraniens. Les sanctions économiques très lourdes n'auront pas eu l'effet escompté. Un peu plus tard, en 1981 encore, les mêmes Moudjahidines font exploser des bombes dans le bureau principal du Parti de la République islamique, tuant 70 officiels, le président de la République islamique et son Premier ministre. L'année d'après, en 1980, l'Irak envahit l'Iran. La situation s'enlise dans la crise. Soucieux d'isoler l'Iran, les puissances occidentales n'interviennent pas. L'URSS, la France et les États-Unis finissent même par soutenir l'invasion irakienne, voyant en l'Irak un espoir d'un modèle démocratique laïque à venir. Les revenus des deux pays dépendant principalement du pétrole, ils s'attaquent donc mutuellement à leurs infrastructures pétrolières. La guerre va durer jusqu'en 1990, mais aujourd'hui encore, il existe de rares combats qui sont engagés au nom de cette rivalité entre l'Irak et l'Iran. Et puis, en 1989, vient la mort de Khomeini, et l'Assemblée des experts désigne comme guide suprême l'ayatollah Ali Khamenei. Sous l'œil du guide suprême dans les années 90, on voit la succession de deux présidents différents, Rafsanjani puis Khatami, un religieux modéré qui devait faire avec d'un côté un clergé conservateur et de l'autre un gouvernement plus libéral. La réélection de Khatami va entraîner une contre-offensive réactionnaire très intense. Les conservateurs font monter la pression en déstabilisant les journaux libéraux et en disqualifiant les candidats aux élections parlementaires qui ne sont pas assez rigoristes à leurs yeux. En résulte en 2005 l'élection du maire ultra-conservateur de Téhéran en tant que président, Mahmoud Ahmadinejad, un mandat placé sous le joug d'une opposition farouche à l'Occident jusqu'à l'élection présidentielle suivante organisée en 2013. C'est Hassan Rouhani qui arrivera à la présidence de la République islamique d'Iran à cette période-là. Les accords sur le nucléaire avancent, les sanctions économiques à l'encontre de l'Iran s'allègent, mais si la vie politique internationale semble aller vers une timide ouverture, les velléités des Iraniens, mais surtout des Iraniennes, ne cessent de se faire entendre. Des mouvements de révolte commencent à éclater et visent principalement l'organisation politique du pays. C'est un mouvement qui va concerner toutes les classes sociales des grandes villes aux campagnes. Le régime présidentiel est visé, bien entendu, et deux choses caractérisent la révolte. D'une part, sa persistance, malgré la réponse répressive très brutale, et d'autre part, l'âge des manifestants et des manifestantes.
ils et elles sont bien souvent étudiantes, organisent des sit-ins dans les universités, des marches blanches dans les rues, s'organisent sur les réseaux sociaux, leur mouvement est repris à l'international, et très vite, les jeunes femmes avancent de nouvelles revendications. Elles sont régulièrement brutalisées par la police des mœurs des mollahs et réclament le droit de vivre comme n'importe quel citoyen homme. Elles refusent l'obligation du voile, les contrôles abusifs quand elles se déplacent dans les rues, etc. La violence de la répression répond à l'intensité de leurs actions, et malheureusement le 16 septembre 2022, Jina Mahsa Amini est assassinée lors de sa détention, 3 jours après son arrestation. Les violences policières qu'elle a subies ont probablement entraîné une hémorragie cérébrale, témoignant de la brutalité de son calvaire. 2 jours seulement après son meurtre, des manifestations sont organisées dans tout le pays et de nombreuses femmes brandissent leur hijab en guise de protestation. On entend alors les étudiantes de Téhéran scander le slogan qui fera le tour du monde : Femme, vie, liberté. Le geste de retirer le hijab est à double sens. Il symbolise à la fois l'affirmation de leur indépendance, mais également une opposition au régime qui avait fait du voile son symbole. Les manifestations sont réprimées plus violemment que jamais, les condamnations pleuvent, les meurtres policiers également, et puis le blackout. L'Iran coupe les connexions Internet de ses citoyens et de ses citoyennes qui doivent alors rivaliser d'imagination pour pouvoir garder le contact. Quand Internet revient, les plateformes principales de communication comme WhatsApp sont coupées et la population d'Iran s'habitue à multiplier les différents VPN pour pouvoir se connecter à Internet et ne pas s'isoler du monde. En octobre 2023, une lycéenne, Armita Garavant, est violemment interpellée publiquement dans le métro de Téhéran. Le gouvernement craint un nouvel embrasement, des craintes renforcées lorsque quelques jours après son arrestation, on apprend son décès suite à un nouvel hématome cérébral dû, selon les autorités, à une chute accidentelle. Une version qui a été bien entendu contestée dans le pays tout entier. Malgré de lourdes sanctions internationales pour la répression imposée aux Iraniens et aux Iraniennes, la situation en 2025 peine à s'apaiser, et le régime iranien va même jusqu'à menacer de mort parfois la diaspora iranienne de par le monde entier. Une situation absolument explosive qui découle d'une décennie marquée par une instabilité politique totale qui aboutit à un rejet d'un régime théocratique autoritaire en essayant de s'en prendre à la fois à ses symboles, à la fois aux outils de l'oppression qu'elle fait peser sur ses citoyennes et ses citoyens. On ne peut pas comprendre Femme, vie, liberté si l'on ne comprend pas ce centenaire qu'a vécu l'Iran. Un siècle d'aller-retour permanent entre modernité et conservatisme, durant lequel l'Iran, habitué des révolutions, n'a cessé de craindre ses ennemis intérieurs. Pourtant, en France, l'analyse qui a été faite du mouvement Femme, vie, liberté était beaucoup plus simpliste. Qu'est-ce que les membres du Printemps républicain ont compris, retenu de la dernière révolution en Iran ? Quelle grille de lecture choisissent-ils d'appliquer sur une révolution politique d'envergure, rejetant les outils d'oppression patriarcaux comme l'autorité du régime en place ? Et quelle position ont-ils choisi de prendre au sujet de l'islam en France ? C'est exactement ça que nous allons explorer ensemble. 4 membres fondateurs du Parti républicain ont pris la parole ouvertement sur la question iranienne ou sur ses dérivés, à comprendre la question musulmane en France. Ce sont leurs prises de position qui vont nous intéresser dans un premier temps. Si l'on s'attendait à ce que des personnalités comme Amin El-Khatmi ne prennent la parole à ce sujet, on est quand même curieux de savoir ce que des intellectuels comme Valérie Maupas, Yael Mellul ou Feu Laurent Bouvet, qui n'ont aucune expertise ni même expérience vécue avec l'islam, peuvent avoir à raconter sur la question. Puis on se penchera sur les prises de position de 4 signataires du manifeste du PR, très actifs médiatiquement, ayant cru bon à leur tour de se positionner sur un sujet qu'ils n'ont vraisemblablement pas travaillé. Ainsi, nous disséquerons les prises de parole d'Elisabeth Badinter, d'Eugénie Bastier, de Raphaël Enthoven et enfin de Richard Malka. J'en ai choisi 4 pour éviter l'effet de répétition dans la vidéo, mais des déclarations instrumentalisant la souffrance des Iraniennes, j'en ai découvert plus de 50, venant de membres officiels ou officieux du Printemps républicain, plus de 50. Quand on a la chance d'avoir accès à la parole publique, on devrait toujours se poser quelques questions avant d'aborder un sujet. Suis-je légitime pour traiter ce dont je m'apprête à parler ? Est-ce qu'une éventuelle désinformation de ma part pourrait avoir des conséquences sociales néfastes, etc. Ce ne sont pas des questions que je pose au hasard. Commençons avec les membres fondateurs, vous allez voir où je veux en venir.
Le 24 décembre 2018, dans l'une des dernières interviews données de son vivant, Laurent Bouvet s'épanchait sur un des sujets préférés du printemps républicain, la soi-disant impossible critique de l'islam. On pourrait en sourire tant l'omniprésence de la critique de l'islam est pointée du doigt et presque ironisée par différents médias comme France Radio par exemple, qui dès 2019 s'inquiétaient de l'omniprésence du sujet dans les médias grand public. Laurent Bouvet n'aura jamais pu s'exprimer directement sur le sujet de l'Iran, mais dès cette interview, les bases de réflexion du PR sont bel et bien en place. À l'entendre, la critique de l'islam serait devenue impossible en France, le blasphème rendant les islamistes absolument hors de contrôle. S'il n'aura jamais vu la cérémonie de son vivant, il semble toutefois évident que Laurent Bouvet n'aurait rien eu à redire, comme d'ailleurs aucun membre du printemps républicain n'a rien eu à redire, quand une horde de catholiques intégristes nous a expliqué sur les réseaux sociaux que la cérémonie d'ouverture des JO était une injure à leur foi et que la France le paierait au prix cher. Jeux Olympiques à Paris et sur la parodie de la scène de Léonard de Vinci par des drag queens. Et non, c'est pas moi, hein. C'est partout sur la toile. Vous avez même des retransmissions qui étaient censurées à l'étranger et France TV qui a admis que c'était une reconstitution de la scène. Donc la scène, c'est le dernier repas de Jésus, c'est quelqu'un qui meurt sur une croix, torturé à mort, qui est repris là par des drag queens. Vous avez aucun respect des gens, ni de Jésus, ni de religion. Moi, j'appartiens à une génération de chrétiens qui n'acceptera pas de se faire cracher à la gueule. Vous prenez notre miséricorde pour de la lâcheté, et dans ces cas-là, Dieu nous demande d'arrêter d'être miséricordieux. Faire de l'islam un exceptionnalisme dans la question religieuse, c'est une récurrence du discours du PR. Récurrence entamée donc dès cette interview de 2018, où Laurent Bouvet affirmait, je le cite, « l'idée de suspendre toute raison critique, toute considération féministe, tout humanisme ou tout universalisme, dès qu'il s'agit de l'islam ou de musulmans, ne peut que conduire au pire. » Fin de citation. Il amorce ensuite l'accusation en islamophobie qu'il estime infondée, car, toujours d'après lui, elle serait prononcée systématiquement à l'encontre des personnes critiquant les dérives de l'islamisme. C'est d'ailleurs la thèse défendue par Florence Bergeau-Blaclair. Les défenseurs du concept d'islamophobie feraient en France le jeu du frérisme. Et voilà comment désamorcer toute critique, toute considération d'un phénomène qui pourtant a de quoi inquiéter. Les discriminations subies par les musulmans en France doivent être nommées pour être combattues, et nommées correctement. Là, l'argument est utilisé pour défendre Zineb El Razaoui. Rapide retour en arrière. Le lendemain des attentats de Strasbourg, la journaliste avait généralisé aux associations musulmanes le fait qu'elles étaient intégristes et radicalisaient les plus jeunes en enseignant une haine de la France, de sa laïcité, et en entraînant leur colère au sujet des caricatures. Des affirmations très discutables qui ont amené un tweet honteux d'un étudiant en école de commerce qui avait affirmé qu'elle devait recevoir 46 boulets de canon dans la tête, c'est lamentable. Ce tweet a par ailleurs abouti à une condamnation à 4 mois de prison avec sursis. Depuis Charlie Hebdo, les musulmans en France sont tenus à une exemplarité constante. On les contraint à affirmer sur les réseaux sociaux que les massacres n'ont pas été commis en leur nom et leurs manifestations de colère sont systématiquement criminalisées, eux qui doivent quotidiennement subir les mêmes attaques en boucle à l'encontre de leur foi. Fait très intéressant, cette même Zineb El Razaoui, ancienne figure d'une laïcité dure, rejette aujourd'hui totalement son passé au printemps républicain. Elle estime même avoir été instrumentalisée par ses anciens compagnons, et elle est sous la menace d'une plainte pour apologie du terrorisme pour ses prises de position en faveur du peuple palestinien. Et on va nous dire que l'islamophobie n'existe pas. Mais revenons-en à notre affaire. Ces propos de feu Laurent Bouvet sur l'impossibilité imaginaire de critiquer l'islam en France ont fait ensuite le lit de déclarations ultérieures de nombreux de ses collègues qu'on va passer au crible. Le 11 janvier 2020, Valérie Maupas, une autre membre fondatrice, s'est fendue d'un tweet particulièrement grinçant. Alors que l'université de Berkeley aux États-Unis dresse un pied de nez aux États américains conservateurs entrés en guerre contre toute forme d'inclusivité, eux se félicitent d'accueillir tous les candidats et candidates, quelle que soit leur origine, leur croyance religieuse ou leur apparence vestimentaire. Une attitude qui, dans un monde sain, ne pourrait être qu'à saluer. Et Rokia Diallo, d'ailleurs, en a profité pour dresser un parallèle avec la France, où chaque année, la question du voile dans l'espace public occupe l'espace médiatique jusqu'à la nausée. Mais Valérie Maupas réagit autrement en tweetant « En voyant ça, je pense à l'Iran ». Et on aimerait bien savoir de quelle façon elle y pense.
Si les femmes iraniennes n'ont pas accès à l'université quand ces dernières refusent de porter le voile, et que d'autres américaines se voient refuser le même accès à l'éducation parce qu'elles choisissent de le porter, quel est le problème au fond ? Le voile ? Ou alors le fait que des hommes décident de la liberté des femmes selon ce qu'elles portent ? Ah, alors certes, porter le voile aux USA n'expose pas à un assassinat d'État. Mais quoi ? Il faudrait tenir une échelle des restrictions de liberté à l'encontre des femmes, les classer par gravité et ne dénoncer que celles qui nous arrangent et pas les autres ? Je ne comprends pas la logique qui sous-tend cette remarque. Autre tweet sur la question, il est cette fois-ci question de la notion de courage. Enlever son voile en Iran serait un acte de courage selon elle, aucun doute, je partage cette opinion, mais le porter en France signifierait l'inverse. Et là je ne comprends pas le sens de cette comparaison. Si retirer le voile est le signe d'une opposition à un régime théocratique autoritaire, en quoi le porter pour manifester son opposition à une démocratie misogyne qui voudrait vous interdire l'accès à l'espace public à cause du voile serait moins courageux ? Et enfin, un dernier tweet, mais Valérie Maupas n'a cessé de comparer la situation des femmes en Iran avec celle des femmes en France pour minimiser leur combat. Sous prétexte que les femmes iraniennes sont assassinées pour refuser de porter le voile, ce même voile ne serait pas un vêtement. Et ça, c'est intéressant. Un objet peut évidemment être à la fois un simple vêtement et en même temps un symbole d'oppression. Valérie Maupas décrit ainsi le voile comme un symbole d'oppression décorrélé de toute influence humaine. Il serait en soi le vecteur oppressif d'une culture intrinsèquement misogyne. Le régime tyrannique de l'Iran, terrorisé des révoltes qui l'ont traversé au XXe siècle, qui verrouille autant que possible toute forme de révolte au pouvoir, et qui a parfaitement compris que cette même révolte pouvait venir des femmes, lui ne serait pas oppressif ? Ce serait le voile l'oppresseur ? Le tissu ? Pas le système autoritaire ? Ça n'a évidemment aucun sens. Malheureusement du sens, on ne va pas en retrouver plus avec les déclarations d'Amin El-Khatmi, un autre membre fondateur du PR. Quand il s'exprime au sujet de l'abaya, voilà ce qu'il déclare. De 2004, en l'occurrence, c'est intéressant ce vocabulaire religieux, le sanctuaire. Qui interdit, je ne vous ai pas interrompu, qui interdit le port de signes religieux. Nous avons là, avec ce vêtement, un signe religieux, un signe vestimentaire religieux. Et j'en veux pour preuve que la décision du ministre, qui est contestée devant le Conseil d'État, est contestée par une association qui s'appelle Association de défense des musulmans. On est exactement dans la même démarche actuelle. D'après lui, l'abaya doit être critiquée comme un tissu oppressif. C'est l'abaya qui opprime, pas les régimes dictatoriaux dévorés par le rigorisme islamiste. Si l'abaya dans ces pays peut revêtir un caractère contrôlant, il est beaucoup plus hasardeux d'affirmer qu'en France, toute femme le portant le fait sous le contrôle d'un homme ou d'un islamiste. C'est à minima paternaliste et à maxima profondément faux. Et il en va finalement de même pour sa volonté de faire du voile ou de l'abaya un objet éminemment religieux. Qu'est-ce qui distingue le voile porté par une religieuse catholique d'un voile porté par notre grand-mère pendant un de nos déjeuners de famille, par exemple ? Le contexte dans lequel il est parlé, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que le contexte peut déterminer ce qui est progressiste. Ce qui est progressiste en France ne l'est pas nécessairement en Iran, et vice-versa. Au sujet de l'Iran, Amin El-Khatmi va déclarer plus tard la chose suivante. Le tweet de Sandrine Rousseau serait une abjection et un crachat jeté à la figure de toutes les femmes qui, de Kaboul à Téhéran, risquent leur vie en se dressant face à leurs bourreaux islamistes. Alors au-delà du fait que le harcèlement misogyne subi constamment par Sandrine Rousseau dépasse l'entendement, on peut quand même noter que la comparaison n'est pas très difficile à comprendre. La lutte de femmes pour jouir librement de leur corps se doit d'être défendue et soutenue. Et cette lutte peut prendre de multiples formes selon les pays dans lesquels elle est défendue. Dans les pays où les femmes sont mariées dès l'enfance, lutter contre le mariage des enfants, c'est ça qui est progressiste. Dans les pays où les femmes sont excisées, lutter contre l'excision, c'est ça qui est progressiste. Ce sont des droits inaliénables, une question de santé publique, de santé sexuelle. Mais interdire l'accès à certains espaces publics à des femmes, sous prétexte du port ou du non-port d'un vêtement ou d'un accessoire, est tout aussi inacceptable et ça doit tout autant être combattu. Lutter pour soutenir la liberté des Iraniennes à retirer leur voile et lutter pour permettre aux femmes voilées de jouer au football en France, ce sont les deux faces d'une même pièce.
On va passer maintenant à la 4e membre fondatrice du PR, Yael Mellul, et on va écouter ceci. Un appel, une pétition pour la reconnaissance des viols et des féminicides de masse qui ont été commis le 7 octobre par le Hamas en Israël. C'est-à-dire que nous soulignons la spécificité des violences sexuelles, des tortures, des viols. Il y a des femmes qui ont été brûlées vives, il y a des femmes qui ont été torturées, il y a des femmes qui ont été éventrées. Il y a vraiment une volonté délibérée de toucher au maximum les femmes, les filles, les femmes âgées, les petites filles. On a même retrouvé un guide qui a été délivré par le Hamas à l'attention de ce qu'ils appellent leurs combattants, un guide de viol. C'est cette fois-ci le sort des femmes israéliennes qui est totalement instrumentalisé. S'il est indispensable de se lever collectivement contre les viols subis par les Israéliennes lors du massacre du 7 octobre, je questionne fortement la prise de position de Yael Mellul et en particulier sa sincérité. Le viol, c'est une arme de guerre, utilisée par toutes les armées du monde, quelle que soit l'époque étudiée. Or, de nombreuses données indiquent désormais sans le moindre doute permis, d'une part, que les femmes palestiniennes subissent un nombre incalculable de viols, et d'autre part, que les premières victimes du massacre que subissent les Palestiniens et les Palestiniennes, ce sont les femmes et les enfants. Qui plus est, des signalements de différentes ONG indiquent la pratique du viol de guerre systématique de la part des soldats israéliens sur des Palestiniennes. Alors s'il y a quelque chose à dénoncer, c'est l'usage du viol comme d'une arme de destruction massive, quel que soit le camp. On regrette qu'à l'instar de ses amis fondateurs du PR, la situation internationale ne soit finalement que le prétexte à des prises de position féministes tronquées, des discours d'instrumentalisation politique qui s'éloignent finalement du sujet. Les femmes palestiniennes violées méritent exactement la même empathie, la même estime que les Israéliennes. On ne fait pas de la question du viol une question géopolitique, ethnique, surtout quand on sait que cette même Yael Mellul refuse toute reconnaissance officielle d'un État palestinien. Le corps des Israéliennes ne devrait pas être l'enjeu d'un agenda politique cherchant à essentialiser toute la population palestinienne à des terroristes en puissance, détournant ainsi notre empathie de leur sort. On devine un agenda assez proche de celui de ses comparses. Justifier leur idéologie laïcarde extrémiste par une attaque des régimes, mais pas de n'importe quel régime. Des régimes islamiques dans le monde. Comme d'autres se sont saisis de la question iranienne pour faire la chasse aux femmes voilées en France, Yael Mellul cadre le débat non pas autour du crime du viol, mais du sort des Israéliennes seulement. Un peu comme si les femmes musulmanes n'étaient pas réellement des femmes. Et chez les membres signataires du manifeste du Parti républicain, le constat est rigoureusement le même. J'ai trouvé 50 personnalités signataires du manifeste du PR qui se sont exprimées à ce sujet, toujours avec le même angle. On va passer sur les prises de position désastreuses de René Frégosi, Jérôme Guedj, Gilles Kepel, Patrick Kessel et compagnie, qui n'avancent rien de très original par rapport à ce que j'ai déjà présenté. En revanche, l'aura de philosophe de Raphaël Enthoven est très parlant. Dans le magazine laïcard Franc-Tireur, il rédige le 20 mars 2023 un édito dans lequel il se permet de distribuer les bons et les mauvais points de féminisme avec une assurance qui défie l'entendement. Il affirme par exemple que les féministes intersectionnelles seraient embarrassées par la situation des Iraniennes, alors que je peux vous le garantir, pas un seul compte Twitter féministe du plus libéral au plus radical n'a manqué de témoigner de son soutien pour la cause des Iraniennes. Ce qu'affirme Enthoven est un mensonge pur et dur, un fantasme, une contre-vérité, et c'est grave d'écrire une telle chose. Raphaël Enthoven utilise ensuite la dernière révolution islamique pour affirmer que ces mêmes féministes françaises jetteraient l'opprobre sur celles et ceux qui militent pour l'égalité des sexes. Je vais vous laisser un instant sur cet abîme sans fond de simulacre de pensée. Les féministes en France lutteraient contre l'égalité des sexes. Cette phrase n'a aucun sens. À moins que... Si on prend en compte le fait que chaque être humain possède 2 pouces et que la planète compte 7 137 455 874 habitants, cela fait 14 000... Non, ça n'a aucun sens. À moins que... Sachant que l'intestin grêle d'un être humain a une taille moyenne de 6 mètres pour une surface moyenne d'environ 250 mètres carrés, si on enfonçait un nain à chaque pouce... Non, mauvaise piste. Peut-être que toute cette question est en fait métaphorique. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Plus loin, il caricature totalement la pensée des militants et des militantes progressistes en affirmant que ces dernières dresseraient un parallèle entre la situation des femmes en Iran et celle des femmes en France,
sans comprendre que le fond de leur discours est très différent. Les hommes n'ont pas à se mêler de la façon dont les femmes s'habillent. Nous ne sommes pas en train de dire que les musulmanes en France vivent dans les mêmes conditions matérielles que les musulmanes en Iran. J'ai fait autant de recherches que possible. Je n'ai jamais trouvé la trace d'un seul tweet ni article qui comparait la façon dont vivaient les femmes iraniennes à celle dont vivent les musulmanes françaises. Raphaël Enthoven, incapable de comprendre le sens des mots utilisés par les militantes intersectionnelles, finit carrément par les appeler les féministes en toc. Il instrumentalise la condamnation à la torture, voire la mort de femmes en Iran pour taper sur le féminisme en France. Même son de cloche du côté d'Eugénie Bastier, qui, elle, participe au développement de cette fake news, affirmant que les féministes françaises ne feraient pas la différence entre le régime autoritaire extrémiste iranien et la République française. Le tout en partageant l'interview d'une militante iranienne qui a été emprisonnée 7 fois dans sa vie par le régime iranien. Eugénie Bastier, comme Raphaël Enthoven et les autres cités dans ce chapitre, semble soudainement habitée par un sentiment de justice sociale, une urgence à dénoncer les abus subis par les femmes dans le monde entier, alors qu'ils et elles sont pourtant les premières à s'opposer avec vigueur au mouvement MeToo. En quelques mots, Elisabeth Badinter, elle, se fait la porte-parole de la démocratie française chargée de ramener la lumière dans le monde. On passera sur les velléités colonialistes. Sa verve à dénoncer la domination masculine est également intacte quand il s'agit de dénoncer la violence imposée par le régime taliban en Afghanistan. Pourtant, quand il s'agit des droits des femmes en France à ne pas être violées, ah non, je pense pas que ça n'a rien changé. Je pense que ça participe de la libération de la parole et que ça a été de ce point de vue très positif. Mais MeToo n'a pas eu que des avantages et il y aura, à mon avis, des effets secondaires probablement assez importants en ce qui concerne la relation homme-femme. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a une méfiance qui se tricote en ce moment entre garçons et filles. Les garçons ont peur, les filles aussi d'ailleurs. Je pense que les conséquences vont être à long terme. Vous avez l'impression que les hommes ont peur un an après ? Ah oui. Ah oui ? Si vous n'avez pas cette impression, c'est que vous ne voyez pas ce que c'est que les jeunes gens aujourd'hui. Et enfin, pour finir, Richard Malka ose pousser la comparaison jusqu'à sous-entendre que l'Iran serait plus Charlie que la France elle-même, quand la caricature du prophète en Iran est légalement punie de la peine de mort. À quoi est-ce qu'il joue ? Eh bien, il joue à un jeu à somme nulle. La laïcité défendue dans la pratique par le printemps républicain, c'est une laïcité qui prend à l'islam ce qu'elle rend aux traditions judéo-chrétiennes. Je vais m'expliquer. Nous vivons dans un pays, la France, habité par l'héritage d'un clergé autrefois très puissant, qui a organisé nos vies autour d'un calendrier chrétien et de valeurs bibliques. La laïcité dans un tel pays est une laïcité imprégnée. Le printemps républicain ne s'intéresse à la question laïque que par le prisme d'un conservatisme non assumé. Ce n'est pas réellement d'une laïcité stricte dont il se revendique, mais plutôt d'une nostalgie d'une vieille France séculaire dont il peine à accepter les changements culturels. Ainsi, dès qu'un courant progressiste défend des minorités autrefois ignorées, une aura suspicieuse se développe tout autour. Les opposants aux discriminations raciales sont des extrémistes décoloniaux, les militantes et militants contre l'islamophobie, les vaisseaux d'un frérisme d'atmosphère, et les féministes qui s'attellent à défendre les droits de toutes les femmes dans le monde pour pouvoir jouir d'une liberté absolue, y compris en France, des féministes en toc. La dernière révolution iranienne n'est pas une révolte contre le port du voile. Le voile, c'est un symbole d'oppression pour les Iraniennes, certes, et ça a fait partie de leur révolte. Mais pas en tant qu'objet, pas en tant que vêtement, en tant qu'outil de la domination patriarcale d'un État phallocratique, intégriste et islamiste. Un État qui craint tellement pour sa sécurité intérieure depuis des siècles, qu'il a fait des femmes le sujet d'une profonde paranoïa. Et la paranoïa autour des femmes qui portent des revendications contre le système dominant, c'est exactement la peur qui traverse le printemps républicain. En désignant pour ennemi l'islamisme des pays arabo-musulmans, voilà que cette bande de laïcards en vient à oublier que l'ennemi masculiniste est aussi à nos portes. Pire que ça, il est déjà présent, contagieux,
infectieux, purulent, au cœur de toutes les institutions du pays des Lumières. Les manifestations prises par la domination masculine varient d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre, mais toute spécifique peut-elle sembler quand elle gangrène l'Iran ou l'Afghanistan, il n'en reste pas moins qu'elle partage d'innombrables points communs avec ces manifestations européennes et françaises. Le corps des femmes est ici, en France, parfois criminalisé, sujet de remarques dégradantes, prétexte aux discriminations sociales et l'objet de toutes les attentions politiques. La liberté des femmes de par le monde entier passe par une compréhension profonde des mécanismes du patriarcat, afin d'en démanteler ses conséquences perverses. Lutter pour le droit des Françaises à disposer librement de leur corps, ce n'est pas les mettre en opposition aux femmes iraniennes. Les prétentions universalistes du printemps républicain pourraient finalement se résumer en cela. Le modèle français est à leurs yeux le modèle parfait. Nous sommes le pays de la liberté absolue. Plus aucun combat progressiste n'est à mener chez nous et nous sommes le modèle à copier. Allez dire ça aux centaines de milliers de femmes violées chaque année en France, aux 10 à 20% d'enfants qui ont subi des faits de pédocriminalité, aux femmes contraintes à réduire leur temps de travail et destinées à s'appauvrir dès l'instant où elles se mettent en ménage ou quand elles tombent enceintes, à celles à qui on interdit le droit de jouer au football ou de pratiquer un sport parce qu'elles portent un foulard, à celles que l'on ne va pas embaucher, remplacer par un homme car lui, on le sait, il ne va pas s'absenter pour un congé paternité, à celles objectifiées tous les jours sur les réseaux sociaux, harcelées sexuellement au travail, dans la rue, dans leur foyer, dans leur salle de sport, au supermarché, dans les transports en commun, au collège, au lycée, à l'université, partout. Le martyre des Iraniennes ne peut servir de prétexte à la décrédibilisation de notre volonté de faire tomber un patriarcat qui a déclaré une guerre mondiale aux femmes, pas seulement dans les pays musulmans. Précisons-le d'ailleurs, certains membres du printemps républicain ont pris position ouvertement en faveur de lois limitant l'immigration. D'une main, ils s'essuient les larmes de crocodile devant les condamnations à mort arbitraires des femmes en Iran. De l'autre, on leur ferme les frontières alors que notre pays est en capacité de les recevoir, de les protéger et de leur offrir une vie meilleure. Le corps torturé de Jina Mahsa Amini leur a servi de champ de bataille idéologique, de prétexte islamophobe pour leur permettre, sans le moindre cas de conscience, d'attaquer les courants progressistes et de les accuser, eux, comble de l'ironie, d'hypocrisie. Le fond de leur pensée est très simple. L'islam n'est, d'après eux, pas compatible avec les droits des femmes, pas compatible avec la République française, et donc l'islam n'est pas compatible avec la France en général. C'est un syllogisme de taille qui marque une rupture définitive, profonde et très ancrée entre la gauche autoritaire de Valls d'hier et la gauche radicale de la transformation de demain. L'islam, c'est leur premier symptôme, leur première plaie. La marque de rupture définitive et totale. Nous ne sommes pas de cette gauche-là.